Bienvenue à tous sur le podcast de Monnaie et Liberté. Je suis Gabriel et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Crypto Farmer. Alors, on a convenu que je l'appellerai Farmer déjà. Farmer, comment vas-tu? Bah écoute, ça va super Gabriel, merci beaucoup et merci pour l'invitation. Hâte qu'on ait cette petite discussion ensemble. Alors, c'est moi qui te remercie d'avoir accepté. Pour que les gens comprennent, nous allons pouvoir. Le podcast s'appelle Le Monde de demain. L'idée, c'est de discuter de différents sujets, souvent, très souvent autour de l'investissement et des cryptos. Pour refaire un tout petit peu ton parcours, après, tu pourras compléter. Tu as été, on va dire, tu as commencé à être connu en créant une chaîne YouTube autour de 2020, au début du bull run précédent. Crypto Farmers, c'est en lien avec la finance décentralisée et tous les mécanismes qui permettent d'être apporteur de liquidités ou en tout cas de retrouver des revenus en apportant des services financiers dans ce nouveau monde en construction. Et plus récemment, tu as eu une évolution avec, des thèses d'investissement que tu souhaitais, nous partager. Donc on va discuter, de tout ça. Avant donc, je souhaiterais, que si tu peux nous partager, j'aime bien connaître un peu mes invités, personnellement aussi, si tu peux nous partager ton parcours, en tout cas ce que tu as envie de partager et ce qui t'a mené jusque-là, en sachant que pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu as quand même une chaîne YouTube avec plus de 40 000 personnes. Donc tu as aujourd'hui une très belle communauté, que tu continues, de faire vivre et tu as créé une chaîne secondaire qui s'appelle Mhm. L'investisseur avisé, où tu débutes donc, on va dire une communauté un peu différente, même si ça reste, dans l'investissement. De l'investissement, ouais. Non, bah pour repartir du début, en fait, je suis un petit peu monsieur tout le monde. Je suis quelqu'un alors qui a eu beaucoup de chance parce que j'ai un travail qui me permet une capacité d'épargne importante. Donc, c'est que tout le monde n'a pas cette chance. Mais après, d'un point de vue investisseur, je suis un petit peu comme monsieur tout le monde. Ouais. J'ai commencé avec des produits bancaires, des mauvaises assurances vie, avant d'avoir un petit peu le déclic un peu plus tard à vouloir m'intéresser à mon épargne et à m'intéresser à comment investir de manière un peu plus avisée, de manière un peu plus intelligente et du coup performant. Et Je c'est pour ça aussi que vas-y. Je rebondis sur ton travail parce que alors, on se l'est pas dit en privé, mais je me souviens, que alors pareil, je partage ça. Je te suis, depuis que tu as créé la chaîne, donc je suis un de tes followers et je t'ai déjà entendu dire au cours d'une interview que tu travaillais notamment sur, les, bateaux de croisière. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que tu as Alors c'est plus vraiment le cas parce que maintenant je fais d'autres activités, mais c'est ce qui explique la forte capacité d'épargne, hein, sans même rentrer dans les détails, parce que je suis quelqu'un qui aime bien quand même garder ma vie privée. très bien. Mais voilà, à partir du moment où quelqu'un travaille euh, avec un métier où il est nourri, logé, blanchi, On peut tout parler en le salaire. pourcentage? On peut parler en Ouais, pourcentage. du coup, Donc tu sur 100 de ton salaire, par exemple, combien de pourcentage épargnes-tu chaque mois? surtout au début, quand j'étais jeune et je travaillais sur les bateaux de croisière, c'était du 96-97%, je pense. D'accord, Parce donc ça veut que dire j'avais que pas à tu te payer la décontrôlais. nourriture, j'avais pas besoin de payer l'électricité, j'avais pas besoin de payer rien. Et puis bon, quand tu as 22 ans et que tu rentres en France pour 2 mois, tu as tes parents et puis du coup, c'est ça qui explique une forte capacité d'épargne. Mais après, en fin de compte, quand on parle d'investissement, qu'on soit avec des petites sommes, des plus grosses sommes, qu'on soit héritier, qu'on soit entrepreneur, au final, l'argent n'a pas vraiment de, je sais pas, de goût, d'odeur. Et je pense que les manières d'investir, de toute façon, ça va être à peu près les mêmes, qu'importe un petit peu Le le la raisonnement, oui, source. le raisonnement est applicable, un peu à tout. Après, il y a la Mmh. psychologie qui rentre en jeu, on en parlera aussi Ah, secondairement. ça, c'est Parce sûr, ça. qu'évidemment, si on perd 1 000 €, bon, on peut facilement les retrouver, on va dire, dans la vie du quotidien. Si on perd 1 million, c'est plus compliqué. Et donc forte capacité d'épargne, hein, donc parce qu'on est là pour parler d'investissement de façon générale. De toute façon, voilà, contrôler ses dépenses, c'est une priorité lorsqu'on veut épargner pour profiter sur le long terme, hein, des fameux effets composés qui ont tendance à faire croître, notre capital pour un jour arriver à en vivre uniquement des revenus de ce capital. Ouais, c'est ça. Et Donc puis se donner aussi une sécurité, hein, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Je pense, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous regardent et qui n'ont pas forcément, voilà, une vision de leurs revenus sur 5-10 ans, comme au contraire de quelqu'un qui est bien placé dans une belle boîte en CDI. Du coup, pour beaucoup de personnes, pour tous ces entrepreneurs, avoir 5-10 ans d'économie, en plus de potentiellement investition avoir une sécurisée. retraite anticipée, c'est également un bon matelas de sécurité pour voilà, au cas où on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, hein. Je pense notamment, moi j'ai l'exemple parfait, c'est que mon activité sur les bateaux de croisière, elle a fortement ralenti pendant la période Covid.
c'était imprévisible. Voilà, pendant 2 ans, ça s'est arrêté, c'était imprévisible et je pense que c'est indispensable, surtout pour les personnes qui ont une activité comme ça, où il y a des risques, hein, donc notamment les entrepreneurs. Avoir une épargne, c'est important, quoi, Et donc, indispensable. alors tu t'es retrouvé enfermé comme beaucoup, lors de cette crise. Ça t'a donné le temps justement c'est justement ça que j'imagine qui t'a donné le temps, de créer ta chaîne finalement? Ou est-ce que c'était Bah, un projet que tu avais déjà, en tête? en fait, j'ai commencé à m'intéresser parce que forcément, bah, au début, quand tu as, quelques, dizaines de milliers d'euros d'épargne, voilà, après c'est proportionnellement au salaire et à la capacité d'épargne de chacun. Mais voilà, quand l'épargne par rapport à la capacité d'épargne est pas importante, bah, on n'y prête pas beaucoup d'attention. Mais après, plusieurs années, bah, forcément, ça représente des montants, relativement à sa situation personnelle importantes. Et là, on se dit, bon, bah, en fait, ce serait peut-être intéressant que j'y regarde un petit peu de plus près et bah, forcément, bah, des regrets, des surprises et cetera. Parce que, forcément, bah, quand on n'y passe pas de temps et qu'on s'y intéresse pas du tout, comme tout le monde, on a fait, beaucoup de bêtises. Moi, j'ai sur les conseils, de proches, on va dire, j'ai ouvert des assurances vie, catastrophiques avec, des frais, de versement et cetera. Parce que je voulais pas faire l'effort, de m'y intéresser. Après forcément, il y a du regret, mais, à partir du moment où on s'y intéresse, on peut faire des choses bien plus intéressantes. Et j'en profite, bah, c'est aussi pendant la période du Covid que je me suis intéressé à la crypto. Bah, forcément, j'avais libération de temps très importante. Et quand on parle d'investissement, bah, forcément, on tombe surtout en plus en 2020. Alors, 2015, 2016, peut-être un peu moins, mais en 2020, voilà, on parle d'investissement. Forcément, on va entendre parler de crypto. Et je rebondis, sur ce que tu as dit, effectivement, on apprend toujours plus de ses erreurs que de ses succès. Et donc, Ça, c'est sûr. après, essayer d'apprendre des erreurs des autres, ça permet de minimiser les siennes, même si c'est toujours bien d'essayer par soi-même et d'être dans l'action. Est-ce que donc 2020, tu te lances dans la crypto, est-ce que tu as tout mis? Est-ce que tu as mis tout ah, attends, juste avant, pareil, je trouve que tu dis, que tu t'y es, que tu as fait des erreurs, que tu t'y es mis de façon tardive et que tu as des regrets. Enfin, à 22 ans, tu avais quand même donc la notion qu'il fallait épargner, qu'il fallait se construire un capital. À titre personnel, j'avais aucune de ces notions-là. Donc, déjà, Ouais. moi, je te félicite parce que Après, pour comment être tu es honnête venu à avec toi, c'est ça? un peu à mes défauts parce qu'en fait, bah, je travaillais dans un, comme je t'ai dit, dans un métier avec Dans lequel la bah, finance. OK. j'avais beaucoup de capacités d'épargne. Donc, bon, Mmh. bah, à un moment, quand on touche un salaire, mais qu'on n'a pas besoin de payer de loyer, on n'a pas besoin de payer de nourriture, etc. Bon, bah, de toute façon, l'argent, on va pas la dilapider. Alors, Ouais, je il sais y en a que qui font la fête, hein? j'en connais beaucoup qui ont été mes collègues et qui se sont achetés des montres à 15 000 Ouais, euros, etc. Bon, c'était pas mon genre de toute façon. Donc, ouais, forcément, de toute façon, l'épargne doit être stockée quelque part et autant bah, s'y intéresser et la stocker à des endroits où ça va être lucratif, on va dire. ouais. Donc as-tu tout mis donc dans la DeFi? Ou as-tu été raisonnable? Pareil, nous pouvons toujours parler en pourcentage. Heu, lorsque Ouais, tu as non, mais exploré la Binance Smart Chain, hein, Polygon pour On tes va, on aficionados va parler en les pourcentage aficionados. et ça va surprendre beaucoup de monde parce que tout de suite, les personnes qui me connaissent, crypto farmer, il va utiliser des Ouais, protocoles un peu bizarres de la ça finance doit être indigène, décentralisée. il a dû tout mettre. Voilà. Et puis finalement, en fait, j'ai mis que 10% de mon patrimoine dans la crypto quand je suis rentré. J'ai pas fait de nouvelles injections de liquidité parce que bon, voilà, je suis rentré juste avant un bull run, donc on va dire que le patrimoine a grossi de lui-même. Mais Ouais. oui, 10%. Et je pense que c'était la somme que j'étais prêt à perdre. Et je pense que c'est important d'investir des sommes qui, voilà, si jamais elles disparaissent, ça peut être parce qu'on a fait le mauvais investissement, ça peut être aussi à cause de hacks, de vols, n'importe quoi. C'est important d'investir en crypto, en tout cas, parce que pour l'investissement traditionnel, c'est pas du tout la même chose. Mais en crypto, investir une somme qui, voilà, si elle disparaît demain, ça va pas impacter de manière trop négative notre vie. Évidemment, je perds 10% de mon patrimoine, je serai pas à faire la fête le lendemain. Ravi a Mais priori. je vais pas non plus tomber dans une dépression. C'était une somme que j'étais prêt, en tout Mmh. cas, pas forcément à perdre, mais en tout cas, voilà, si jamais on était sur un bear market de 5-10 ans, c'est une somme que j'étais prêt à voilà, mettre de côté et que j'avais Je pas besoin dans un futur proche. Voilà, dont tu n'avais pas besoin et surtout à mettre en risque dans les niveaux de risque les plus hauts. Parce que voilà, Mmh. notamment alors, moi je pense que plus on avance, plus, notamment la finance décentralisée, il y a des protocoles qui quand même avec le recul, avec les années, heu, l'évaluation du risque diminue. Mais effectivement en 2020-2021, on était au sommet du risque et donc, alors avec un retour sur Ouais. investissement, potentiellement énorme, mais avec, de grandes chances, de tout perdre comme tu l'as mentionné avec des hacks, avec,
C'est ça et puis à l'intérieur de cette poche crypto, bah, toujours, rester diversifié. J'ai l'exemple, très connu de FTX. J'avais des fonds sur FTX, mais j'avais pareil des fonds sur FTX que j'étais prêt à perdre et il s'est passé, ce qui s'est passé sur FTX avec quelqu'un qui s'est servi dans les caisses et bah, forcément, bah, j'ai perdu un petit montant de mon portefeuille et c'est pour ça que même à je pense faut diversifier le patrimoine, mettre une partie dans la crypto et à l'intérieur de la crypto, diversifier bah, sur plusieurs crypto-monnaies et surtout aussi plusieurs méthodes de storage, Ouais. C'est pour notamment les diluer le clés. risque. C'est ça, hein, On peut diluer le risque en déposant ses actifs à différents endroits. Et alors, petite question sur FTX, parce que j'ai eu la chance j'avais pas de fonds à ce moment-là. Euh, Par contre, j'ai des amis qui en avaient, qui ont eux pu revendre ou récupérer, alors 50-55%, ça dépend des deals qu'ils ont pu avoir, mais en tout cas récupérer une partie de leurs fonds. Est-ce que tu as fait ça ou est-ce que tu as patienté parce qu'a priori, on devrait peut-être avoir une bonne nouvelle et peut-être que si tu n'as rien fait, tu devrais peut-être pouvoir récupérer une partie de tes Alors moi, fonds. je pense que c'était pas des montants très significatifs, donc je suis pas sûr qu'il y avait des opérations en OTC comme ça pour revendre les claims sur C'est, mon même type de montant. je te dis, même à moins de 10 000, ça se faisait. C'était long, Ah il fallait ouais? attendre, mais c'était possible. Oui, oui. Ouais, ouais. Du C'est- coup, non, j'ai rien fait. J'attends. A priori, je pense ça. En plus, c'était du stablecoin qui était bloqué, donc ok. Bon, c'est vrai que par contre, pour les personnes qui avaient des cryptos volatiles, c'est embêtant parce que ça va être les prix exactement. les Ils prix du prennent bottom, le, quoi. voilà, si vous aviez des bitcoins ou des ethers, ils prennent le prix à la date de la faillite et ils Mmh, vous remboursent en dollars à ce prix-là, alors qu'évidemment, les cryptos, le sous-jacent s'est envolé depuis. mmh. Non, mais c'est une bonne leçon FTX parce que voilà, c'est vraiment c'est voilà les exchanges de crypto, ça va pas être régulé comme un bourse direct ou un crédit agricole, donc faut absolument ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, surtout surtout en crypto. Ouais, mais après, on en revient à la confiance dans les intermédiaires, parce que j'aime bien citer Mmh, Madoff. Madoff, c'était parfaitement dans la finance traditionnelle, et il a pendant 40 ans tenu un Ponzi avec parmi ses clients certaines des plus grandes fortunes de la planète. Donc, voilà, les intermédiaires, il faut bien choisir ces intermédiaires. Moi, je suis pas anti-intermédiaire, hein, je comprends. Voilà, les échangeurs centralisés rendent des services que pour l'instant la finance décentralisée ne rend pas. C'est pareil, posséder sa ledger, ses clés, c'est une responsabilité. Retrouver la souveraineté sur ses mmh. fonds, c'est une responsabilité que beaucoup, malheureusement, ça je le déplore à titre personnel, mais beaucoup ne souhaitent pas le faire. Et donc, choisissez bien vos intermédiaires. Non, et puis c'est surtout qu'aujourd'hui, en plus, tu as une diversification de choix. Tu as vraiment une diversité de choix. Tu peux autant avoir un petit peu d'ETP sur un compte titre, ce qui potentiellement pourrait servir en cas de marché baissier, bah voilà, pour générer de la moins-value, pour compenser de la plus-value de l'autre côté. Je suis sûr que d'ici, je pense sur assurance vie luxembourgeoise, bon bah ça va être pour les personnes un peu plus aisées. Pareil, on peut loger de la crypto. Évidemment, on va avoir la clé Ledger. Peut y avoir aussi des plateformes aujourd'hui PSAN qui, je pense, alors forcément, c'est pas non plus la garantie exceptionnelle, mais je pense que voilà, il y a suffisamment de méthodes de stockage différents pour, il y a plus d'excuses. On peut être diversifié sur plusieurs méthodes de stockage sans non plus se prendre trop la tête, parce que Mmh. si le but c'est d'avoir 46 000 ledgers et 14 comptes, c'est pas non plus ça le but. Avant d'aller peut-être plus sur les stratégies de finances traditionnelles et sur, on va dire, tes nouvelles passions. Ouais. On va rester encore un peu dans la crypto. Est-ce que tu continues, déjà, est-ce que tu en as toujours? Je pense que oui. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être, alors ton portefeuille, évidemment, on n'est pas là pour parler encore une fois des montants, mais des actifs que tu affectionnes, que tu as conservés auxquels tu crois toujours? Ouais, alors contrairement à mon intérêt pour la crypto et la création de contenu sur la crypto qui diminue avec le temps, je pense que la part de la crypto dans mon portefeuille augmente parce que voilà, bah, c'est pas forcément corrélé l'intérêt, voire même ça devrait être inversement corrélé. Je pense que quand les gens sont super excités du dernier projet de tokenisation, voilà, qui va pumper grâce à BlackRock, je pense que c'est des moments où la part de crypto devrait baisser dans votre portefeuille et au contraire, dans des moments de capitulation, quand c'est la fin du monde de la crypto, ça devrait augmenter. Malheureusement, les gens font le contraire. Et du coup, moi, c'est en ce moment, il y a beaucoup d'euphorie. Je regarde de très près le marché pour potentiellement bah, très bientôt vendre. Alors, je sais qu'il y a D'accord. beaucoup de personnes qui
qui arrivent maintenant et qui réfléchissent à acheter. Moi, je réfléchis plutôt à vendre parce que bah voilà, historiquement, c'est ce qui fonctionne tout le temps. Après, du coup, bah on revient de 2 ans très compliqués. Et moi, j'ai rien vendu au bottom. Au contraire, j'ai toute la liquidité que j'avais sortie, j'ai vendu un petit peu en 2021. Je l'ai réinjecté après Terra, après FTX. Mais voilà. Et du coup, d'un point de vue composition, alors de toute façon, je la partage sur ma chaîne YouTube. Elle est assez simple, hein, c'est une grosse majorité d'Ether, OK. stacké via Lido. Donc voilà, des stratégies assez simples, avec une petite partie sur quelques protocoles, notamment ZK Sync, pour bah voilà générer un peu de farming, même si voilà, je suis un petit peu moins dégène que sur le bull run Ah, précédent. C'est surtout pour les airdrops. et l'airdrop, ouais. Du Du coup, voilà, ça doit être 60% Ether, 20% Bitcoin à peu près aujourd'hui. Et puis quelques alts, notamment des Layer 2, quelques projets que j'affectionne. En fait, c'est tous les projets sur lesquels je pense qu'il y a une opportunité qu'ils surperforment sur le cycle, le Bitcoin. En fait, ma base, mon indice de référence est Bitcoin. Et voilà, si j'investis sur quelque chose qui, je ne pense pas, va surperformer Bitcoin, ça sert à rien d'investir dessus. OK, Donc, il y a un petit peu beaucoup d'alt parce que, comme on l'a vécu dans tous les cycles précédents, il y a toujours à la fin une petite période de quelques semaines souvent. où tout part en vrille et les alts, voilà, tu as des dinosaures qui sortent de terre et qui font des x5 alors que Bitcoin, bah, il a atteint son top et il est en train de ranger au niveau de son top. Donc c'est pour ça que je veux absolument avoir une exposition bah, sur quelques alts, même si voilà, je suis arrivé avec 10% de mon patrimoine sur le premier bull run, ce qui représentait une petite somme que j'étais prêt à perdre. Forcément, il y a un bull run qui est passé par là. Maintenant, ça représente une somme beaucoup plus conséquente. Alors sans Donc, parler de somme, est-ce que tu peux nous dire en pourcentage, ce que ça représente justement aujourd'hui? Parce que c'est intéressant. je pense un petit peu plus de 50% de mon patrimoine. D'accord. Donc, forcément, bah, c'est plus une somme que je suis prêt à perdre. Et c'est La pour ça la que je garde une majorité bah, sur Bitcoin Ether qui reste des valeurs sûres. Je sais qu'en étant sur Bitcoin Ether, je vais profiter du bull run. Alors, je vais mmh peut-être pas avoir la pépite qui fait x150, mais voilà, Alors est-ce depuis le bottom, ça fait x5. Enfin, vous imaginez quand vous avez la moitié de votre patrimoine sur un actif qui fait x5, c'est euh, c'est gigantesque. mmh. Alors déjà le mettre sur Lido, c'est une forme de prise de risque, alors qui apporte, pour ceux qui ne savent pas, hein, qui apporte un rendement Mm. payé en Ether. On participe au staking et au fonctionnement du réseau Ethereum. Et que penses-tu? Tu as dû suivre, je pense, du restaking. Pareil pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire que on a la capacité d'utiliser le token qui nous est fourni lorsque l'on a déjà staké ses Ethers, dans Lido Finance pour les mettre en collatéral pour à nouveau, faire une sorte de poursuivre une sorte de boucle pour, sécuriser d'autres cryptomonnaies, enfin d'autres blockchains ou d'autres services. Que penses-tu de ça? Alors, j'ai pas vraiment méga creusé le sujet, donc voilà, mon avis est à prendre avec des pincettes. Mais voilà, en général, ça va dépendre le niveau de rendement qu'on va récupérer parce que le niveau de risque va être quand même assez élevé, je pense. Je pense que j'ai écouté un Oui, oui, podcast je de pense que Vitalik sur le sujet qui disait attention, le risk taking, ça apporte beaucoup de risques systémiques à c'est ça. Ethereum. Après, de toute façon, si on reste dans un cadre de diversification et voilà, vous avez 30 Ethers, vous en mettez un ou deux par-ci par-là pour farmer un truc, parce que c'est surtout va avoir des airdrops. Et du coup, bah là, le rendement risk-reward en prenant en compte des airdrops, il est infini, quoi, parce que Mmh. potentiellement, en déposant 2 Ethers, ce qui représente peut-être $8 000, peut-être vous allez toucher $4 000 de airdrop, et du coup, faire 50% de rendement quasiment instantanément en moins d'un an, du coup, c'est vraiment exceptionnel. Et je pense que ça compense largement le risque voilà, hypothétiquement, peut y avoir tel ou tel souci, tel ou tel hack. Après, voilà, c'est toujours faut diversifier. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis un peu biaisé par ma situation, donc autant j'étais beaucoup plus dégène il y a 4 ans, autant aujourd'hui, je suis plus une approche bon père de famille. Mais même avec une approche très safe, de toute façon, le plus important, c'est le rendement, c'est le couple risk-reward. Et voilà, si le rendement peut être intéressant avec notamment des airdrops là sur tous les protocoles de risk taking, je pense que ça peut être très intéressant d'y aller avec une petite partie de son portefeuille, quoi, 10-20% de la poche crypto. Après Pourquoi pour ceux pas? qui chassent
les airdrops, il y a quand tu parlais de L2, donc tu as quelques déjà tokens qui sont sortis, mais il y en a tout un paquet. Je pense à Base notamment, hein, qui est le layer 2 construit et soutenu par Coinbase, qui fonctionne très bien d'ailleurs, hein, qui ne et qui attire beaucoup de liquidités. Il y a beaucoup d'incentives en ce moment, sur les Ouais, il y a différents ça, il y a sur pas les mal de bridges aussi, il y a tous les protocoles à l'intérieur de CL2. c'est Faut ça. y passer du temps, c'est sûr. De toute façon, c'est pas de l'argent gratuit. Faut Non. y passer du temps. Moi, je sais que j'ai un peu moins un peu moins de temps et du coup, j'en partage un peu moins sur ma chaîne YouTube. Mais, c'est peut-être aussi une raison aussi pourquoi j'ai diminué un peu mon contenu crypto. C'est que je vois sur YouTube aujourd'hui sans citer de nom, des youtubeurs très compétents qui font des super vidéos sur des projets solides pour Ouais, chasser l'airdrop. tu peux les Je sais citer, pas, hein. là de tête, j'ai Cryptomage qui me vient en tête. OK. Et sinon, il y en a quelques autres. Du coup, maintenant, je suis plus consommateur Ouais, ouais, que bah, c'est créateur. alors, tu restes malgré tout créateur, mais comme on l'a dit au début, on va réembrancher, là-dessus, sur la finance traditionnelle. Maintenant, est-ce que tu pourrais reprendre sur, de tes erreurs, ce que tu as compris et ce que tu es en train, en fait, de creuser et de partager, en fait, finalement, sur ta nouvelle chaîne et qui s'adresserait plus à, j'ai envie de dire, à des gens qui ont déjà une épargne et qui souhaitent la placer, alors soit pour se faire un matelas pour la retraite, soit qui sont malgré tout Mmh. en construction aussi, c'est possible. Mais j'ai l'impression que ce contenu-là s'adresse malgré tout à des gens plus seniors, on va dire, que évidemment le farming de crypto qui reste encore très, c'est très geek, hein, pour y être, voilà, pour être indigène, comme C'est sûr qu'il y a pas une c'est barrière quand aussi même grande à l'entrée. Après, il y a voilà. pas forcément besoin non plus d'avoir des millions, avoir 40 ans, Non, non, et c'est 100 c'est 000 pas ce € que de je dis. côté. C'est Mmh. pas ce que je dis, mais quand tu t'approches de la retraite, que tu as déjà, u une épargne constituée et cetera, c'est des questions qui sont plus prégnantes. Toi je trouve que et c'est encore une fois, Mmh. c'est un compliment, tu t'y intéressais très tôt, mais j'ai 2 critiques envers la France et nous et les Français. On est déjà très mauvais en finance, on n'a aucune C'est sûr notion ça. et l'éducation financière manque terriblement et donc, encore une fois, cette prise de conscience que tu as eue très jeune, elle est pas partagée, je crois, par le plus grand nombre. Alors je pense que les cryptos vont contribuer parce que dans tous les mécanismes, quand tu te frottes à la DeFi, tu te frottes, à l'impermanent loss, tu te frottes à l'apport de liquidité, enfin tu te frottes à tout un tas de mécanismes Mmh. financiers qui te font comprendre, et voilà, les intérêts composés, qui te font comprendre des choses qui peuvent t'aider à avoir cette vision. Mais sinon, on voilà, donc je t'écoute, quelles ont été tes erreurs et la conclusion et ton évolution? Ouais, alors je pense la 1re erreur, c'est de pas avoir pris le temps de faire mes propres devoirs Mmh. et c'est marrant parce que, ça va pas être des décisions énormes. Je prends l'exemple tout simple, d'une personne, comme moi quand j'étais plus jeune, qui voulait, pas du tout m'y intéresser et voilà sur, les conseils, du papa, du frère, du cousin, du copain, n'importe quoi, ouvre, une assurance vie avec, 1,5 de frais de gestion, tu vois? Un truc, de tout ça et avec, une gestion, sur un fonds avec, 1 de frais de gestion. Donc là, hop, tu es facilement à 2,5 très rapidement. Ouais, par an, ouais. Et en fait, potentiellement, en ayant regardé, la une bonne vidéo ou ouais, une bonne vidéo longue, un peu formation et c'est pour ça que j'en ai sorti une, sur le sujet. Si j'avais fait la même chose, mais au lieu d'ouvrir cette assurance vie un peu dégueulasse, plein de frais, j'avais ouvert, un PEA avec, un ETF, monde, donc une réplication de la bourse mondiale. J'aurais fait à peu près la même performance, sauf que j'aurais pas eu les 2,5 de frais et si tu regardes, sur quelques années, bon, la différence, elle est pas non plus, gigantesque, mais sur 10, 20, 30 ans, c'est, du C'est simple au monstrueux. triple, quoi. Ouais, c'est monstrueux. C'est énorme et au final, c'est pas non plus, voilà, il y a pas besoin d'avoir, lu des milliers de livres, il y a pas besoin d'avoir fait, bac+3, bac+5. Il y a quelques actions simples, tu vois? Par exemple, voilà, Alors juste se dire: attends, juste avant de passer mmh, aux actions, est-ce que tu as fait le calcul par curiosité pour ton portefeuille? Si tu avais 100 ouais, je pense combien de croissance, ces frais t'ont-ils amputé et sur combien de temps? Voilà, encore une fois, sans partager alors les j'ai montants, juste pas les une points. idée en pourcentage, mais c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. OK, Sur, OK. je pense celle où j'ai mis beaucoup plus de montants, c'était 2016 à 2020, donc sur En 4 ans, 4 quoi. ans, en 4 ans. OK. Donc ça peut vite représenter Ouais, des c'est montants énorme. de
Voilà, sur une vie d'investisseur, ça peut représenter 3, 4, 5 fois le montant de départ. Donc, enfin, le montant investi. Donc, c'est vraiment énorme, énorme, énorme. Alors qu'en fait, on a très peur. Après, je suis peut-être un peu biaisé par ma situation, mais on a très peur. Ça paraît compliqué. Mais en fait, il y a des solutions très simples. Et en plus, c'est ça qui est paradoxal. Ce sont les solutions les plus simples, les plus efficaces. Donc, c'est en investissement traditionnel, ça va être la gestion passive. Donc, plutôt d'essayer d'être le petit boursicoteur du dimanche, on va tout simplement acheter un panier qui englobe toutes les actions du monde. Et de cette manière, ça va être très optimisé d'un point de vue frais et fiscalité. Et cette optimisation d'un point de vue frais et fiscalité va nous permettre de battre l'intégralité quasiment. Alors, suivant les études, ça va être du 90% sur 10 ans. Par rapport aux investisseurs institutionnels, les gérants actifs, on est sur du 95 à 98% sur 20 ans. Donc, voilà, vraiment être largement au-dessus de la moyenne en ayant fait quelque chose de tout simple qui demande quelques clics. Et je peux donner l'exemple tout simple de ma copine, voilà, qui n'y connaît strictement rien en finance. Je lui ai simplement expliqué en quelques heures. Bah, voilà, j'ai fait une vidéo de 4 heures. Bon, bah, comme c'était en direct, je lui ai expliqué en 1 heure et demie. Et voilà, aujourd'hui, elle investit sur un ETF monde en PEA. Et statistiquement, elle va faire bien mieux que la moyenne. Et au final, c'était que 1 heure et demie de discussion, quoi. C'était pas Ouais. non plus Mais un bac plus 5, quoi. non, mais qui viennent de toi, dont elle a confiance, une confiance a priori, je te le souhaite, très grande. Je Ouais. vous le souhaite à tous les 2. Et tu as un parcours qui en plus légitime cette confiance. Donc, tu vois, 7 heures et demie, c'est pas juste 1 heure et demie, dans 1 heure et demie, tu as Mmh. concentré des dizaines, voire des centaines d'heures. Et donc, c'est juste une hypothèse sur pourquoi les gens le font pas, hein. On parle de la psychologie, Non, mais c'est un point super important parce que malheureusement sur Internet, va y avoir un désalignement des intérêts souvent entre le créateur de contenu et l'investisseur. Donc c'est sûr que potentiellement, elle aurait pu ouvrir YouTube, taper comment investir sur les actions. Voilà, elle a compris que fallait investir sur les actions pour battre l'inflation sur le long terme. Et elle aurait pu tomber très rapidement sur un vendeur de formation d'actions à dividendes. Donc une stratégie très mal optimisée et qui fait des ravages malheureusement, qui alors fait perdre beaucoup d'argent à beaucoup d'investisseurs. on va Et parler c'est des vrai qu'en avantages fait, entre des avantages et des défauts parce que il faut pour comprendre, tu faisais référence, je pense, dans ta stratégie à ce on en avait un peu discuté aux ETF capitalisants. Donc pour que les gens comprennent, c'est que dans ce fameux panier qui représente tout un tas d'actions, ces actions rapportent des dividendes qui sont immédiatement réinvestis. Et donc ça permet de nourrir le fameux cycle, le fameux cercle des intérêts composés et qui mmh mh, évite, on parle pour la France, l'événement fiscal. Et donc ça, évidemment, mmh comme ça se compose et que ça s'agrège, en 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ça peut faire des sommes conséquentes. Sur les stratégies à dividendes, ces dividendes donc ne sont pas réinvestis, ils sont donnés au particulier qui va souscrire à ce type de stratégie et donc avec une flat tax de 30% sur les dividendes touchés. Donc en plus, ils alimentent pas la croissance du capital. La question que c'est j'ai, ça c'est ouais. euh, parce que là, si on se projette sur 15-20 ans, on se projette sur des jeunes gens, on va dire, qui souhaitent faire croître leur capital et qui ont 20 ou 30 ans devant eux. Mais est-ce que si quelqu'un qui a 70 ans, il souhaite bénéficier de son capital et toucher, par exemple, des dividendes, payer ses 30% et les dépenser, est-ce que ces stratégies à dividendes, elles sont adaptées pour ces gens-là ou est-ce que même pour ces gens-là, il vaudrait mieux faire un ETF capitalisant? Alors de manière très intuitive, beaucoup de personnes vont penser que, comme on est en phase de rente et qu'on a besoin de tirer dans le capital, le fait que, bah, le dividende, distribue en fait, du capital, de manière régulière, ça va être optimisé. Mmh. Sauf que, il y a plusieurs problèmes à ça. C'est déjà, il y a d'autres stratégies, patrimoniales qui permettent, d'optimiser, fiscalement et niveau frais ça. Et pour donner l'exemple le plus simple, c'est, tout simplement, on va prendre, l'exemple d'une personne qui veut investir, sur un ETF distribuant les dividendes et un ETF, capitalisant les dividendes. Le problème, c'est que, quand tu vas recevoir, 100 € de dividendes, voilà, on fait des sommes, Non, faisons simple, ouais, faisons simple. simples.
Quand tu reçois 100 de dividendes, tu payes 30 en impôts. Donc, tu vas avoir que 70 net. Si tu vends, donc au final, vendre une part d'ETF capitalisant ou récupérer le dividende, tu peux vendre exactement le même montant que le dividende. Et 100 en fait, tu euros. as fait ton dividende maison. Sauf que quand tu fais une vente, tu vas retirer une partie du capital investi plus une partie des plus-values. Donc, tu vas payer les 30% que sur la cote-part plus-value. Mhm. Donc, si on prend le cas du compte titre, hein, si tu as été intelligent et potentiellement tu sais que tu vas prendre ta retraite dans 3 ans, dans 5 ans, bah, tu as ouvert une nouvelle ligne sur un nouvel ETF Monde, par exemple, et potentiellement cette ligne, elle n'a pas de plus-value, voire même peut-être tu as une baisse de marché et potentiellement elle est en moins-value. Donc, c'est-à-dire que quand tu retires 100, bah, déjà en plus, déjà tu as 100, et en plus tu as une moins-value reportable sur la suite. Donc, c'est-à-dire que sur la suite, tu vas pouvoir vendre des plus-values sans payer d'impôts. D'accord. Alors que celui qui touche des dividendes, il va Ça sera devoir payer 30% 30 dans dans tous tous les les cas. cas. Ouais, dans tous les cas. Voilà. Et ça, c'est une stratégie où on tire dans le capital. Après, tu peux avoir des stratégies. Alors, ça va pas être pour monsieur tout le monde. Ça va plutôt être pour les personnes un petit peu plus riches. Souvent, on parle de souvent 200, 300, 400, 500 000 euros minimum. Des stratégies où, avec différentes enveloppes, on va pouvoir nantir nos ETF, notre patrimoine financier, et contracter un crédit lombard. C'est ce que fait exactement 100% des personnes les plus riches dans ce monde. Voilà, les Jeff Bezos, les Elon Musk, c'est exceptionnel quand ils vendent des actions. Souvent, ils vont simplement tirer de la liquidité en nantissant leurs actions, ce qui permet d'éviter la case impôt. Et ils dépensent Et cette liquidité. voilà, exactement. Et puis en fait, le patrimoine, le capital financier va augmenter plus vite que Que la dette. les taux d'intérêt. Voilà. Donc en plus d'éviter l'impôt, tu gardes une surface financière importante qui permet bah voilà, de faire fructifier ton capital. Donc ça, c'est un deuxième défaut du dividende, c'est que ça empêche d'autres stratégies patrimoniales bien plus intéressantes. Et Et, bah voilà, même si on part de l'exemple où on crée notre dividende maison, ça reste toujours sous-optimisé. et comme tu dis, alors c'est pas accessible à tout le monde. Tu parles de crédit lombard, etc. Sauf que, et là je rebondis sur la finance décentralisée, Mm. ces mécanismes-là existent. Et alors même si euh, je m'adresse, comment dire, vous n'avez pas des sommes énormes et vous pourriez pas dans le monde, on va dire traditionnel, heu, acquérir ou mettre en place ce type de stratégie, vous pourrez les tester. Vous pouvez déjà les tester dans la finance centralisée et ça Mm. peut aider, encore une fois sur le long terme, à comprendre pourquoi il est important de se créer ce fameux capital pour ensuite pouvoir l'utiliser, l'optimiser au mieux Je et pense que choisir ce que l'on fait de son temps. tous les utilisateurs de plateformes de lending type AAVE, bah, ils Mmh. comprennent bien ce mécanisme et s'ils ont besoin de liquidité pour rentrer sur ils ont trouvé une altcoin intéressante, bah, plutôt que de vendre leur Bitcoin, vendre leur Ether, ils vont déposer ça en collatéral et puis ils vont retirer, ils vont pouvoir comme ça tirer un prêt C'est ça. et plutôt que de vendre le principal. Parce que si on part du principe que le principal, notre actif financier, il va prendre en valeur de manière plus importante que les taux d'intérêt, bah, il n'y a aucun intérêt il n'y a pas d'intérêt à le vendre. Et le jour, par exemple 10, 15, 20 ans après, le jour où on souhaite rembourser notre dette, normalement, on convertira moins de capital que si on l'avait fait, à J0. Donc c'est des C'est ça. stratégies, voilà, avancées qui effectivement, encore une fois, nécessitent, une éducation financière qui était pas enfin qui je crois va se démocratiser grâce à la finance centralisée. Moi c'est vraiment je crois que ça va changer tout, hein. Bitcoin, on en a parlé, pour moi, est une révolution, voilà, du support de notre outil monétaire, en plus d'être un Mmh. système de paiement international et révolutionnaire, déjà en lui-même. Mais tout ce qui a suivi et toute cette finance décentralisée va vraiment démocratiser tout un tas de mécanismes qui étaient jusque-là réservés à peu de monde. Et surtout, cette information commence, et grâce à toi notamment, à transiter et, à concerner des jeunes de moins de 20 ans qui, avant, s'ils n'avaient pas, comme tu dis, leur cousin ou leurs parents ou un oncle qui est formé dans ce domaine-là, c'était inaccessible. Non, mais clairement, la crypto, c'est une magnifique porte d'entrée à la finance. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu dans mon cas, qui ont commencé bah, soit les deux en même temps, soit ils ont commencé d'abord avec la crypto parce que voilà, il y a plein de mécanismes, il y a plein de notions. De toute façon, voilà, la crypto, ça réinvente pas le monde. C'est un petit peu tout ce qui est DeFi.
ça va y avoir des parallèles avec beaucoup de notions de finance tradie. Donc forcément, tout ce que les gens ils apprennent en crypto, ils vont pouvoir ils vont dire ah tiens, ce truc-là, le crédit lombard, ah, bah, c'est un petit peu comme le prêt C'est sur AVE quoi. c'est ça. Et Mm. est-ce que tu aurais un ticker, ou un ou plusieurs tickers à nous partager peut-être sur tes ETF préférés? Bah, les ETF préférés, moi, personnellement, je pense que le plus diversifié, c'est le mieux. Alors, du coup, autant rester sur le PEA parce que c'est un avantage fiscal à ne pas rater. C'est quasiment payer 2 fois moins d'impôts par rapport au compte titre. Donc, le CW8, voilà, l'ETF Monde d'Amundi. Alors, il est un petit peu plus cher en frais. Là, au moment où on enregistre le podcast, il y a un nouveau de iShare qui vient de sortir. Mais voilà, mieux vaut toujours laisser quelques semaines, quelques mois avant de rentrer dessus. De toute façon, on est sur PEA, il y a pas de friction fiscale, il y a pas de friction fiscale. Donc, si vous êtes rentré sur un ETF et vous voulez passer sur un autre, c'est l'avantage aussi du PEA, c'est que c'est une enveloppe capitalisante, fermée. Donc, tant qu'on retire pas de capitaux, il n'y a pas de friction fiscale. Mais ouais, un ETF monde, c'est très bien pour Alors que commencer. le compte titre, on doit faire nos déclarations tous les ans, hein, c'est ça la différence. Ah, s'il y a s'il y a des opérations imposables, donc par exemple une vente Une ou vente, avec TVA. toucher un dividende. C'est pour Que ça le que voilà les que dividendes en le compte titre à éviter. que le PEA, tout reste dans le véhicule. Et alors, est-ce que tu as il y a des délais, j'imagine, temporels ou pas? Bah, pour profiter des avantages, c'est minimum 5 ans. Après, rien n'empêche voilà, de plutôt possible ouvrir un PEA avec 10 euros. Et puis, normalement, je pense que quand on investit dans le monde des actions, on investit avec une horizon temporelle de minimum 5 ans. Si on a un apport sur un bien immobilier à faire l'année prochaine, on va pas forcément le mettre sur les actions. Donc, ça pose pas de problème, ce petit délai de 5 ans pour profiter des avantages fiscaux. Et donc la stratégie serait contrôler les dépenses, épargner le maximum possible en ouvrant un PEA et en mettant tout sur le l'ETF, MSCI World, ou est-ce que tu, réserves un petit peu quand même, réserve un petit peu? Si tu devais t'adresser à, évidemment tout ça n'est pas des ne sont pas des conseils en investissement, hein, tout ce que l'on Ouais. dit, on partage notre avis. Mais si tu devais t'adresser à un néophyte ou à quelqu'un qui a un peu d'épargne et qui souhaiterait l'investir et continuer de l'investir, hein, on va dire un homme de 35 ans, allez. Je pense que le plus important, c'est trouver la stratégie d'investissement avec laquelle on va pouvoir, comment dire, on va pouvoir rester dessus sur le long terme. Parce que ce qui va coûter très cher et ce qui fait que les particuliers sous-performent, c'est qu'ils vont changer d'avis, ils rentrent sur cette stratégie d'investissement parce que c'est à la mode. Un Là, flux qui en change. 2022, en 2020, les actions à dividendes, c'est à la mode. En 2024, c'est le Nasdaq. Et puis, quand le Nasdaq va se casser la gueule, ben, ils vont retourner sur autre chose. Et puis, quand on regarde, bon, ils ont acheté tout ce qui était cher au plus haut et puis ils ont vendu tout ce qui était pas cher au plus bas. Donc, je pense que le plus important, c'est de trouver une stratégie avec laquelle on peut, une stratégie qu'on peut suivre sur le long terme. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passionnées par l'investissement. Et c'est quelque chose que je ne fais pas à titre personnel, mais voilà, si pour être efficace et garder une stratégie ETF, bah, vous avez besoin d'avoir 5% ou 10% de votre patrimoine à sélectionner quelques petites actions, faut pas, je pense pas, faut s'en empêcher parce que ça sera beaucoup plus grave de faire des bêtises avec 100% de votre capital. Alors que voilà, si vous concentrez vos désirs de faire un peu de stock picking avec une petite partie, bah c'est comme avec la crypto. Souvent on dit une grosse base Ether Bitcoin et puis faites-vous plaisir avec une petite partie du patrimoine parce que comme ça au moins on est assuré de bien réussir avec la base, les fondations. Et puis qui sait de toute façon avec la petite partie stock picking ou crypto picking, on a toujours une potentielle chance de faire un coup, donc c'est pas non plus une catastrophe. Mais le On n'est plus jamais à important, la c'est de garder une bonne stratégie et la garder sur le long terme. Et on n'est jamais à l'abri d'un coup de cul. Voilà, c'est ça. Non, mais tu sais, il y en a plein comme ça. Hein. Ouais, ouais, puis faut calibrer son risque. Il faut, voilà, que ce soit en trading ou en investissement, il faut calibrer son risque et se demander, tu parlais de 100%, alors mettons que je mets 90% sur MSCI World. Est-ce que si je mets 2% sur Apple, est-ce que je suis d'accord avec ce risque-là? Ou sur Tesla ou sur n'importe quelle autre action? Est-ce que je suis en accord avec l'idée, comme tu disais, est-ce que cet argent, j'en ai besoin?
Est-ce que ça va, amputer des projets ou est-ce que voilà, c'est calibrer le risque et aussi avec la temporalité. Parce que si on a besoin, par exemple, Ouais. si on a 10 000 € et qu'on en a besoin pour acheter une voiture l'année prochaine, il faut pas compter sur, je vais tout tenter sur une action à risque pour doubler, pour pouvoir payer la voiture et garder les 10 000 €. Parce que vous avez une contrainte temporelle d'1 an qui fait que dans la très grande majorité des cas, malheureusement, ça ne se passera pas bien. Bah, ouais, surtout en plus aujourd'hui, il y a le rendement sans risque, qui rapporte quand même, alors ça va pas être, ça va pas être des sommes mirobolantes, mais voilà, si vous avez des projets pour dans 2, 3, 4 ans, il y a des outils d'épargne qui rapportent du 4-5 en ce moment, que ce soit, les comptes à terme, que ce soit je sais que BlackRock, ils ont sorti un produit assez intéressant, c'est les, ETF obligataires à échéance. Donc vous avez un peu une garantie. Alors garantie, bien évidemment, si on reste sur des obligations d'État ou de très bonne qualité, la garantie, elle est quasiment totale. Mais voilà, comme ça, vous avez une garantie de récupérer vos capitaux de départ. Et Et je puis même le livret A, 3% net, ça fait 4,2% brut, il me semble. Donc ça reste ouais, toujours après des. le livret A, vous êtes le collatéral de l'État français. C'est ça, mais si c'est pour une petite année ou quelque chose, en Oui, attendant un oui. projet, Alors en c'est ce mieux moment, que le Bitcoin, quoi. On sait jamais. je sais oui, oui, je sais pas, je suis pas c'est une histoire de point de vue, hein, c'est voilà, si vous avez confiance en l'État, français et à son en sa solvabilité, vous pouvez vous aller sur le livret A. Sinon, après parce que je crois que par exemple sur Interactive Brokers, tu me diras si je me trompe, mais ne serait-ce qu'apporter de la liquidité, à garder des euros, ils t'exposent eux-mêmes, en fait, aux obligations court Au terme de différentes, voilà, banques centrales, Ouais, c'est ça, tu es payé au taux Ester, donc le taux de voilà, c'est ça. rémunération de la banque centrale. Après, si, Ouais, si vous voulez pas du tout faire, confiance à l'État et laisser sur le livret A, bah, il y a des options, il y a des, possibilités avec les obligations, d'entreprise. Voilà, vous prêtez à Apple, en fait, vous allez avoir la même rémunération que, si, vous prêtiez à un État, pour les grosses boîtes, AAA, ouais. très bien notées, vous allez à peu près avoir la même rémunération que pour les États. Donc, ça permet, voilà, si c'est par conviction, on veut éviter quelque chose, Ouais, il y a ou toujours des solutions et par évaluation du risque, hein, tu sais, ou moi par aujourd'hui, je évaluation du considère risque. qu'Apple a moins de chances de risque de défaut que l'État français, hein. Mmh. Mais bon, c'est voilà, encore une fois, c'est une histoire de point de vue et d'évaluation des risques et de perspective, mais les le livret A, voilà, Ouais. moi je suis pas convaincu. Et c'est ça la magie de l'investissement, c'est que vraiment il y a à manger, à boire, à partir du moment où on fait ses recherches. Après forcément, pour du sans risque, vous allez pouvoir aussi avoir un produit exotique, vendu dans une assurance vie avec 2 de frais de gestion, qui, fournira, bah, forcément, bah, le rendement sans risque moins les frais de gestion. Donc, au lieu d'être sur du 4 vous allez être sur du 2 quoi. Et c'est là où faire ses devoirs, permet de combler le gap. Parce que voilà, aujourd'hui, tout ce que je viens de vous dire, notamment là, les ETF à échéance, et cetera, c'est du 0,2 de frais de gestion, c'est quasiment gratuit, quoi. Les Mmh. ETF monde, tout ça, c'est Mais ça revient, ah comme on l'a dit, à prendre un peu de temps. Alors soit ils peuvent il y a ta vidéo, elle est disponible quand tu disais tu as fait 4 heures de ouais, c'est des vidéos que formation et j'avais sorties, l'été dernier, une vidéo de 5 heures, une vidéo de 10 heures. waouh, Qui sont un petit peu les starter packs. Voilà, tout ce qui est rendement sans risque, et cetera. Bah, dans la vidéo de 10 heures, j'en parle un petit peu. OK. Pour un peu Et avoir le starter pack, voilà, j'ai regardé cette vidéo, bon, ouais, j'ai compris les basiques. Alors, je vais pas te sortir ce que c'est que, l'évaluation, non, non, mais est-ce qu'elle est bénéfice de accessible? bidule, Comment les gens peuvent y accéder? directement sur la chaîne YouTube Farmer. OK. Faut juste Ils ont, scroller un petit peu vers le bas et vous verrez, c'est et t ça vous allez dire: «Il y a un bug, c'est 5 heures». Bah, en fait, c'est pas un bug. ah non? Et est-ce que c'est, une petite formation payante? Est-ce que il faut qu'ils fournissent leur mail, ou dis-nous? Non, c'est totalement gratuit. Après, il y a des liens d'affiliation dans la description si vous voulez soutenir la chaîne et utiliser les mêmes outils que j'utilise. Je pense notamment, je partage les assurances vie que j'utilise. Voilà, chaque inscription, ça me donne quelques dizaines d'euros. Et sinon, c'est totalement gratuit pour le plaisir Non, mais de c'est partager, de pouvoir donner les bases, on va dire, des bases que voilà, voilà, quand j'ai ouvert YouTube pour la première fois dans la finance, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur des bonnes personnes. Mais voilà, plus il y a de mais contenu de bonne qualité sur YouTube, mieux ça sera, je pense. c'est super. Je mettrai le lien, en Mmh. description. Ouais.
Et alors au niveau, parce que là, on peut aborder le business plan, tu vois? Tu produis, du contenu. Encore une fois, ce contenu, il provient de dizaines, centaines d'heures de recherche. Faire la vidéo également, ça prend du temps. La rémunération, parce que moi, j'ai les formations payantes, j'ai rien contre ça. C'est pareil, la vision française est négative là-dessus, mais c'est un service rendu. Et est-ce que tu as pensé à faire quelque chose, à créer une communauté, payante, à faire, Mais au début, la formation de 10 heures, je pensais la faire payante et après en fait, il y a un truc qui est dommageable sur internet, c'est que, c'est pas parce que c'est payant que c'est bien et je suis sûr qu'il y a des formations, de très, très bonne qualité, pour quelques centaines d'euros de très bons créateurs de contenu. Mais le problème, c'est que, bah, comme c'est payant, faut payer pour y accéder et c'est vrai que ça pose un gros problème, c'est que, voilà, aujourd'hui, tu payes 400 € une formation, tu as une chance sur 2 que ce soit de la grosse daube, hein. Vraiment, soyons très, très honnêtes. Et du coup, bah, j'ai préféré, finalement me switcher sur un format, affiliation OK. qui, est forcément beaucoup moins rémunérateur. Mais j'ai pas à me plaindre d'un point de vue rémunération parce que, voilà, il y a des projets crypto, dont j'offre, de la visibilité, sous forme d'une publicité. Alors, à chaque fois, je m'affilie pas avec eux, hein. C'est pas des projets que je recommande d'investissement. C'est simplement une page de publicité sur ma chaîne YouTube. Mais c'est ce qui permet aussi Bien sûr. d'avoir des vidéos comme ça, j'espère, de qualité qui peuvent aider les gens de manière totalement gratuite. Parce que, bah voilà, de l'autre côté, je fais un petit peu le parallèle. Il y a des fois où vous allez avoir un super reportage sur la malbouffe et juste avant, vous avez une pub McDo. Alors forcément, il y a des gens, ils vont se dire pourquoi tu fais un reportage sur la malbouffe alors que tu fais une pub McDo. Mais je pense que l'impact à la fin est positif par rapport à. De toute façon, la pub McDo, elle aurait été faite autre part et Oui. peut-être sur un contenu de mauvaise qualité. Donc, Et puis, j'aime bien aussi remettre la responsabilité sur, les gens, comme tu l'as dit. Dans l'investissement, on doit faire nos propres choix. Ça veut mmh, dire reprendre le contrôle sur ses décisions et se responsabiliser. On est tous sensibles, on voit une pub McDo, peut-être qu'on aura envie de manger un Big Mac, une demi heure après. Ça, c'est malgré nous, mais c'est à nous de nous contrôler et de savoir si on va acheter un Big Mac à McDo ou pas. ouais. Et Donc puis, on a de la chance aussi en France, c'est qu'on a eu la loi influenceur. Alors, au début, j'étais vraiment contre, mais le fait qu'on soit obligé maintenant d'afficher à l'écran une collaboration commerciale pendant toute la durée de la collaboration commerciale, je pense que c'est vraiment un plus pour le viewer. Et voilà, moi, tout bête, hein, ma copine, elle regarde beaucoup de contenu make-up. Voilà, c'est très rapide pour faire le tri, alors qu'avant avant que ça existe, bah, tu pouvais pas démêler le vrai du faux, que, tu vois, pas que seulement dans le monde de l'investissement. d'accord. Et cette loi, je pense, elle a fait beaucoup de bien parce qu'il y avait quelques créateurs de contenu. Alors, j'en faisais partie, mais il y en avait beaucoup en fait. Mais il y en avait beaucoup qui ne faisaient pas Le disclaimer, de disclaimer. Et du coup, bah, c'était une pratique totalement anticoncurrentielle parce que tu avais même des projets qui préféraient faire leur publicité via un créateur de contenu qui mettait pas de disclaimer parce que forcément, s'il y a pas de disclaimer, ça les paraissait gens plus vont penser naturel que voilà. et le taux de conversion devait être supérieur. Alors que moi, j'ai toujours eu une transparence que oui, forcément, c'est pas toujours les projets de meilleure qualité qui sponsorisent mes vidéos, qui demandent de faire de la publicité sur mes vidéos. Mais au moins, vous savez que c'est de la publicité. Et maintenant, le fait que ce soit obligatoire, alors je sais que tout le monde le fait pas, mais au moins le fait que ce soit obligatoire par la loi de le faire, bah, c'est bien. C'est que vous ouvrez une vidéo, vous voyez qu'il y a la page de pub d'une minute, vous pouvez la sauter. La plupart des créateurs de contenu, ils font des petits chapitres sur YouTube. Et ça permet comme ça de créer du contenu totalement gratuitement à côté. Et voilà, si vous êtes débutant et que vous n'avez pas 400, 1000 € à mettre dans une formation, bah, je pense qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de contenu pour ne pas avoir besoin ou en tout cas, que, voilà, il y a suffisamment de contenu pour se dire, «Ah, ce créateur de contenu, je l'aime bien, il produit du mon contenu, il fait un supplément payant, bah, voilà, je paye le supplément payant». Mais avoir suffisamment de contenu pour pas, que, le contenu YouTube, le disponible, ce soit simplement, un tunnel de vente vers la vente de formation et que ce soit, bah, du contenu de qualité et il y a du contenu d'encore meilleure qualité payant, tu vois? Et ça, Ouais, je bien pense, sûr. c'est beaucoup plus sain, et c'est beaucoup mieux. Ça voilà, soit vous avez vraiment pas beaucoup d'argent et effectivement et du temps et donc parce que sur internet, comme tu l'as dit, il y a tellement de choses, gratuites, mais ça prend du temps
à aller chercher. Ouais. Bien souvent, les contenus payants, je parle que des contenus évidemment de qualité, vous feront gagner énormément de temps. Donc c'est à Mmh. vous après encore une fois de faire un ratio d'investisseurs, que vaut mon temps et est-ce que ces 200 €, 300 €, 400 € comme tu as dit, dépensés me feront gagner suffisamment d'heures et ça sera rentable, si j'achète ce contenu ou si je participe à ce contenu payant et c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, Mmh. même si voilà, je répète, il y avait on associe formation à arnaque et je pense que c'est une erreur. Moi, j'en ai pris des tonnes, je continue de me former en permanence et il y en a qui m'ont fait gagner beaucoup de temps et d'argent parce que ça va avec quand on est dans la finance. C'est ça, je pense qu'il y a tellement d'arnaqueurs qui ont Ouais, ouais, malheureusement voulu un peu profiter du système que maintenant il y a cette image très négative, mais c'est sûr qu'il y a forcément du très bon mais contenu et c'est gratuit et ouais, payant mais c'est disponible. c'est très francophone, hein, là, je suis entouré Ouais. d'anglophones et l'image, les anglo-saxons ont vraiment pas cette aversion. Si vous leur dites: «J'ai fait une formation», ils disent: «Yeah, good for you, c'est bien pour toi, c'est super». Alors qu'en France, Ouais. ah bon? Il y a de suite, la suspicion. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est bien si tu as trouvé, ton business plan par les affiliations et si tu as ce contenu gratuit donc, encore une fois, je mettrai, dans la description, de ce podcast. Alors Fab, on vient de faire une petite pause, hein, il y aura une petite coupure, j'ai une petite question, sur la psychologie justement et sur, ton aversion au risque. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, je pense que ça sera intéressant, pour les gens, de ne pas dormir la nuit à cause d'une position? Alors, ne pas dormir la nuit à Ouais, cause d'une position, je ne avoir une pense pas. Mais j'ai une petite anecdote ce que ta question m'a rappelé une petite anecdote vraiment au tout début quand je rentrais dans le marché des crypto-monnaies. Du coup, je suis rentré juste avant la cassure de l'ATH des 20 000 et je me OK, rappelle que ce moment-là, donc j'avais commencé à investir, j'avais fait un petit DCA, j'avais pas tout investi d'un coup et je regardais juste avant de dormir l'appli bourse là, sur l'iPhone et là, je vois qu'on casse les 20 000 et je me lève du coup quasiment au milieu de la nuit. Non, je vais me coucher et je me relève au milieu de la nuit et là, je re-regarde l'appli bourse, ça a réaugmenté. Et là, j'ai vraiment fait la définition du FOMO, c'est-à-dire qu'il devait être 2 ou 3 heures du matin. J'allume le PC pour et mettre la dernière cartouche. En vraiment en mode FOMO, en mode ah, c'est bon, ça a pété la TH, ça va faire que monter. Du coup, vraiment, j'ai l'ordre au milieu de la nuit. Faudrait que je regarde là sur Binance pour sortir les historiques et tout, parce que ça doit être épique de voir OK, l'ordre à 2 ou 3 heures du matin, parce que je me rappelle très bien que je m'étais réveillé dans la nuit. Mais après voilà, le sinon, le le marché t'a donné raison. et le marché m'a donné raison, comme quoi FOMO au bon moment, ça peut être Voilà, intéressant. Mais, c'est ça. sinon, non. Après, forcément, il y a eu des moments plus difficiles, autant d'un point de vue investisseur que d'un point de vue créateur de contenu. Forcément, quand le Mmh. marché fait 70-80% de drawdown, moi, j'avais vendu à peu près 30% de mes cryptos au top, mais ça reste 70%. Bien sûr. 70% qui, par rapport à la somme initiale, bon, bah, c'est majoritairement de la plus-value. Mais plus-value ou pas, ça reste des chiffres sur un écran très importants par rapport Ouais, à ma situation. il faut digérer psychologiquement, c'est voilà. C'est ça. Et puis même, bon, bah voilà, si c'est l'argent du casino, ça reste de l'argent. Donc, voir voilà, le portefeuille qui se fait quasiment diviser par 2 pendant le bear, c'est pas facile. Après, il y a eu des moments assez compliqués en tant que créateur de contenu. Je pense notamment à la phase Terra où, où voilà, pour faire un bref rappel, Terra, bah moi j'étais investisseur sur certains projets de l'écosystème, donc c'est l'UST. J'avais même des UST pendant un moment. Et 30 jours avant la fin, je fais une vidéo en disant voilà, ça commence à puer un peu. Une semaine avant l'effondrement, je fais même un tweet avec, je fais un tweet marrant avec une photo de gilet pare-balles parce que je savais que j'allais me faire insulter dans les commentaires en disant que ça allait s'effondrer comme d'autres trucs. Et je m'étais fait insulter bien dans les commentaires. Et une semaine après, ça tombe. Et du coup, j'ai eu je sais pas comment j'ai fait. J'arrive à avoir le même jour des messages de remerciements de personnes qui me disent merci, tu m'as fait Merci. éviter Terra, je suis sorti parce que tu as dit que ça commençait à puer. Et des personnes qui me disent qu'ils ont tout perdu à cause de moi parce que je faisais pas de disclaimer, parce que j'ai dit que c'était de la merde. Donc c'était un peu un moment compliqué à vivre parce que bah moi je savais que j'avais bien fait. Et sinon après bah FTX, bah même moi je suis resté coincé. Après ça, FTX, je pense que personne l'a prédit.
Non, Et, c'était oui, et c'était même si, bah, évidemment, dans toutes mes vidéos que j'ai présentées FTX, j'ai toujours dit diversifiez-vous, etc. Que c'était pas des conseils en investissement, etc. Mais voilà, en tant qu'humain, je sais qu'il y a des personnes qui me suivaient malgré tous ces disclaimers et fort heureusement, sinon je serais pas créateur de contenu. Mais voilà, avoir de l'argent déjà bloqué, bon, bah, même si ça représente des sommes pas importantes, c'était compliqué. Et savoir que voilà, il y a d'autres personnes qui ont eu des sommes bloquées, bah, c'était pas facile à vivre, évidemment. et alors comment Mais c'est le gères-tu ce jeu, hein. stress justement? Comment gères-tu toi, à titre personnel, ce stress? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu quels sont tes moyens d'évacuer? Moi, juste sport, travail, c'est pas mal. Tu peux nous partager quel sport tu fais? Un peu tout, un peu tout, sans rentrer dans les détails. J'aime bien faire un peu tout type de sport. Pas forcément me concentrer sur un sport et le faire en club toutes les semaines, mais D'accord, et donc le sport t'aide? Est-ce que tu médites? Est-ce que tu as d'autres techniques pour, digérer ce genre de d'événements, en fait, qui impactent? Je dis ça parce que pour essayer d'inspirer encore une fois les gens, parce que tout ce que tu vis, s'il y a il y a des débutants qui nous écoutent, ils le vivront d'une façon ou d'une autre parce que le la perte relative du capital, enfin, c'est des choses que le on se une fois qu'on se confronte à l'investissement, on y est, confronté, et donc si on a anticipé et qu'on a déjà des moyens pour gérer le stress, ça peut évidemment aider à avoir un comportement le plus rationnel et le plus sain possible sur les marchés, et pour essayer, alors j'aime bien aussi cette phrase, il y a plein de phrases que j'aime bien sur l'investissement, d'imposer ces conditions au marché, sinon c'est le marché qui nous impose ces conditions. mmh. Non, mais je pense que le plus important, c'est déjà d'être droit dans ses baskets en amont. C'est-à-dire que, voilà, FTX, j'avais, un certain montant que, j'avais, calculé en amont, que je voulais pas mettre trop. Et c'est ça aussi qui m'a protégé parce que voilà, il y a des personnes qui avaient tout mis sur FTX. Et à partir du moment où en amont, on a réfléchi à un plan, on a réfléchi aux potentiels risques, bah à partir du moment où je pense qu'on a pris la bonne décision en amont, elle est beaucoup plus facile à vivre, même si elle a été catastrophique. Je pense, je fais souvent le Oui, parallèle sur le poker. Voilà, sur le poker, le but c'est pas forcément de gagner le coup, c'est d'avoir pris c'est la de meilleure partir devant. décision. Mmh, Voilà, d'avoir pris la décision avec le meilleur couple rendement-risque. Voilà, après, si c'est pas la bonne carte qui arrive, s'il touche la carte qui le fait gagner sur les 50 qui restent, ça, on n'y peut rien. Le plus important, je pense, exactement. c'est de bien planifier. Et c'est pour ça, je parle toujours de planification. Même si aujourd'hui, c'est peut-être pas le moment pour vendre, faut planifier le moment pour vendre le prochain boulot aujourd'hui. C'est pas une fois qu'on est à la tête dans le guidon, que c'est n'importe quoi, qu'on a une crypto dans le portefeuille qui a fait x3 en 24 heures qu'on va être lucide pour vendre. Comment ouais, Et c'est ça. également, en plus, ça nous protège pour la suite en disant, bon, bah voilà, si on n'a pas vendu assez, si ça n'a pas touché notre target et tout, à partir du moment où on pense qu'on a pris la bonne décision en amont, c'est beaucoup plus facile à vivre après. Et calibrer Et son risque comme tu as fait sur FTX. Voilà, tu avais mis une somme, et même si dans l'imaginable, c'est-à-dire encore une fois la faillite d'un des plus gros, c'est un des plus gros, brokers, hein, je crois que c'était ouais, le 2e ou ouais, mais il 3e était en après train Binance, je crois, quand il de, est tombé, hein. il était C'est deuxième et il grignotait des parts de ça, marché tous les mois. C'est vraiment, enfin, ça devait être une machine à cash. À part avoir un escroc à à ses sa tête. commandes, il y avait aucune raison que ça devienne pas le numéro un bientôt, quoi. Ils comptaient lancer le stablecoin. Le stablecoin, on le sait aujourd'hui avec Tether que c'est encore une machine à cash. Voilà, Tether, il génère des milliards, il génère autant que des banques américaines qui ont J'ai des dizaines de milliers d'employés alors qu'ils sont j'ai 100 vu chez ça, eux. ouais. J'ai vu ça, oui, c'est incroyable. Ils ont quasiment pas de dépenses, de perte de salariés, hein, en salaire, et ils ont des revenus à 6 000 000 alors je sais plus si c'est par Ouais. trimestre ou si c'est par, enfin c'est monstrueux. Et puis FTX, ils arrosaient le politique américain, donc bon, enfin Oui. c'était du lobbying Oui, voilà, quoi. oui, oui. Ils Il étaient y a un très peu de bien tout dans placés d'un point de vue FTX. politique. La Donc c'est vrai qu'il y corruption, a, les malversations, il y a tout dans FTX, tout ce que le je pense qu'il y a un monde parallèle où le CEO de FTX, c'est un CEO différent et que c'est pas un escroc qui piquait dans les caisses. Et FTX aujourd'hui, c'est la plateforme que tout le monde utilise, qui génère des milliards, qui est cotée en bourse et Coinbase, c'est loin derrière quoi. Mais forcément, bah c'est pas c'est dans pas comme notre ça que ça s'est monde. passé. Mais Non, c'est pour ça que voilà, à partir du moment où on a pris une bonne décision, une gestion de risque en amont, après.
Et puis aussi, tu disais, je pense que faut pas oublier que ce sont que des chiffres sur des écrans. Et je pense que le plus important aussi, c'est savoir se déconnecter à certains moments. Et une fois que vous avez goûté à la déconnexion, voilà, c'est certes, Mais il y a les cryptos, ça change tous les jours, ça fait plus 10, moins 10. Mais voilà, si vous regardez pas pendant 2 semaines, si vous partez en vacances et que vous oubliez tout ça, la vie se passe très bien, voire même la vie se passe beaucoup mieux. parce que l'hygiène de vie est capitale, hein. Le stress Mmh. généré par les marchés a un véritable impact, pas que psychologique, physique. Il y a des gens qui peuvent se faire des ulcères gastriques, enfin il y a de véritables lésions anatomiques qui peuvent être créées par le stress. En Ouais, le donc stress, c'est c'est vraiment quelque chose donc à éviter à tout voilà, prix. il faut d'une façon ou d'une autre trouver comment, le gérer. Parce qu'encore une fois, voilà, ça va pas être de la même façon qu'on a une tolérance au risque qui est différente, on a des façons de le gérer différentes, mais il faut se poser aussi ces questions, déjà être au courant encore une fois, je pense que ce podcast participera à ça peut-être Mmh. et heu et trouver des solutions. Ouais, c'est pour ça Merci. que la répartition du portefeuille de chacun doit être fait, suivant, bah, forcément ses objectifs, sa situation financière, mais aussi sa gestion du risque parce que, Et c je vois beaucoup de personnes sur internet qui vont dire: «Oui, non, mais il faut minimum 30 de crypto, il faut minimum 50 de crypto». Mais si personnellement votre aversion au risque, vous permet de supporter de manière, convenable, d'avoir que 5 de crypto parce que c'est beaucoup trop volatile par rapport à vous, en fait, avoir un investissement qui va vous générer du stress, va mal vous faire dormir la nuit, comme tu me demandais si j'avais un exemple comme ça, bah, en fait, peut-être ça va être un investissement qui va vous enrichir, sur le long terme, mais ça va être un investissement surtout qui vous aura, pourri la vie. Et je pense que l'investissement, la 1re chose qu'on recherche quand on investit, c'est améliorer sa vie. Et c'est pour ça qu'il faut calibrer, cet investissement, que ce soit en crypto ou dans le marché tradi ou qu'importe en fait, par rapport vraiment à sa personnalité, à ses objectifs et à son aversion au risque. on peut conclure là-dessus. Peut-être, est-ce que tu as un dicton préféré? J'aime bien ou un adage boursier que tu aimes Alors, particulièrement? à l'époque où je faisais beaucoup de DeFi, j'aimais bien le don't trust, verify. Ouais, Ne croyez pas, vérifiez. Et excellent parce que je pense qu'aujourd'hui, même dans l'investissement, traditionnel, surtout, bah, si vous faites, votre, recherche d'informations, vous naviguez sur plein de chaînes YouTube, plein de blogs et cetera. Vraiment, vérifiez parce que, malheureusement, quand on creuse, tout ce qui est dit, n'est pas forcément, le plus efficace pour vous, quoi. Donc vérifiez. merci beaucoup Farmer. Je te souhaite le meilleur. Merci Gabriel, Plus merci tard, pour l'invitation et puis, pourquoi pas un épisode 2 un de ces jours. avec grand plaisir. Ciao. Ciao.